de numérique, sauf des trucs très précis. En général, ça, pour l'instant, il n'y a pas d'économie. C'est aussi pour ça que les éditeurs sont réticents, parce qu'on leur reproche de ne pas mettre leur catalogue accessible en ligne. Mais pour mettre le catalogue en ligne, il y a quand même des coûts à ça. Et il n'y a pas de rentrée. Alors donc, pour l'instant, ils attendent que l'économie arrive. Mais tant qu'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'économie. Donc c'est un serpent qui se mord la queue, et pour l'instant, ça ne bouge pas, quoi. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans, en tout cas. Question. Oui, une question et une remarque. En fait, en tant que bibliothécaire, je comprends mieux pourquoi on vous dit il faut que vous ayez des livres numériques. Oui, très bien, où est-ce que je les achète? Je suis en marché chez machin, donc machin ne peut pas m'obtenir, enfin, ne serait-ce que pour la production papier. En étant coincé en marché avec un fournisseur donné, ce fournisseur ne peut pas me fournir certains titres que je lui demande parce que c'est chez un petit éditeur, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Donc voilà, j'ai déjà ce problème, je dois contourner le marché avec une certaine somme, etc. Avec du livre numérique, c'est encore mieux parce que là, pour l'instant, il y a une offre qui est maigre et qui est très chère. Et nous, on ne peut pas... bon, en plus, on a le souci du support technique, c'est-à-dire qu'il y a les... comment dire, je fais une digression épouvantable, ça va faire comme pour les CD-ROM. À l'époque des CD-ROM, tout le monde voulait des CD-ROM et tout le public voulait des CD-ROM, donc on en a acheté. Puis ensuite, on s'est mis à avoir des droits dessus parce que c'était un manque à gagner forcément pour les auteurs, hein, payer des droits. Puis ensuite, les constructeurs de machines, ben, ils ont fait des machines un peu plus performantes, mais les éditeurs de CD-ROM, ils ont fait ils ont pondu des galettes qui tournaient pas sur les nouvelles machines, ou certaines qui tournaient, il fallait faire des manips, etc. Donc on tue la poule aux œufs d'or comme ça, en lui enlevant les grains. Mais le problème avec le livre numérique, c'est que nous, en tant que bibliothécaires, nous sommes coincés aussi à ce niveau-là. On voudrait bien en acheter, il y a le public qui nous dit « Ah non, on a des liseuses, on voudrait bien télécharger, j'ai eu une liseuse à Noël, j'ai eu une tablette, on voudrait bien télécharger des bouquins. » Et nous, pour l'instant, on est un peu coincés. Alors bon, je vais faire une proposition iconoclaste, je veux dire, les éditeurs, ils veulent pas bouger, les auteurs veulent bouger, les bibliothécaires veulent bouger, en tout cas. Mais nous, vous n'avez pas de sous et nous non plus, donc ça va être... enfin, si on a un budget quand même pour acheter, donc... Cela dit, vous savez que vous parlez des marchés. Il faut expliquer que les bibliothèques ont pensé pendant longtemps qu'elles étaient obligées de passer par une procédure de marché public pour acheter des livres. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Le motif vous expliquera dans le détail comment vous en passez dès demain, franchement. Il n'y a plus aucune raison que les bibliothèques passent par les marchés publics. Aucune. Donc, oubliez les marchés publics, commandez les livres que vous voulez, consultez le motif, il vous expliquera comment faire. On a fait des tournées dans toutes les bibliothèques de l'Île-de-France pour expliquer ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que sur les histoires de tablettes, de liseuses, etc. D'ailleurs, le motif a fait aussi les premières expériences de prêt de liseuses en bibliothèque. Sur ces nouveaux outils, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà? C'est qu'on vous propose des catalogues. Alors on vous dit des catalogues pour une somme extrêmement modique. Vous avez accès à un catalogue gigantesque. Si demain vous devez payer des droits d'auteur normaux aux auteurs qui ne se laissent pas faire par ce système, au lieu de payer par exemple 5 € par mois, parce que ça tourne un peu autour de ça, mais c'est 10 000 € par mois qu'il faudrait que vous payiez pour que les auteurs soient payés normalement. Vous mesurez ça? Vous mesurez ça? Nous, on est en train de nous proposer de mettre nos trucs dans des catalogues en disant, sur un livre papier, vous touchez par exemple 2 €, sur une consultation ou une lecture numérique, vous allez toucher 0,302 centimes. Pour qui il y a écrit là? Il y a écrit quoi là? Il y a écrit pigeon? Jamais. Alors moi je me tue à expliquer ça, y compris à des amis sympathiques, y compris des gens très proches, et notamment à beaucoup d'élus, que la licence globale dont ils rêvent, la licence globale, c'est tout le monde paye 10 000 € par mois. Sinon ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas nous proposer à nous d'être payés quelques centimes, quelques virgules de centimes pour lire notre livre. En fait, c'est hors de question. Hors de question. Vous allez proposer ça à qui?
Vous allez proposer ça aux marchands de bagnoles, qu'on achète une bagnole pour 10 centimes, pour 3 euros. Ça viendrait à l'idée de personne de proposer ça. Et bien ça vient à l'idée de proposer ça aux auteurs. Voilà où on en est. Une question. Oui, en attendant, que ce soit les livres numériques ou les vidéos, etc., sont vendus souvent plus cher que le support physique, au moins presque aussi cher que... Vous voulez dire en... J'ai vu des livres numériques qui Ah oui, étaient plus chers que le livre physique. En les e-books, oui. Légalement. Mais les e-books, c'est déjà fini, c'est déjà obsolète. Ils ont été tués par les tablettes. Ça va disparaître, ils en auraient plus dans 2 ans. Peut-être, mais enfin les fichiers numériques qu'on vend sont vendus, je vous dis, j'ai vu un fichier numérique vendu 12 € alors que le premier tome d'une trilogie, alors que la trilogie en physique était à 20 € les 3 tomes. Ouais. Mais la raison, c'est parce qu'ils n'en vendent pas, donc ils les mettent à un prix astronomique. Quand vous vendez très peu d'exemplaires... Attends, ça sera un prix astronomique, tout ce qui c'est comme la coque de la musique, ça pourrait encourager le piratage, ça. Les sites vont se développer et les gens auront des tablettes ou autres avec des fichiers piratés. S'il n'y a pas de solution trouvée, je pense qu'il faut effectivement... C'était ça aussi l'idée de la loi finalement, pour les indisponibles. Que ça soit disponible légalement plutôt que... Ah mais vous les paierez le même prix que les autres, hein, rassurez-vous, simplement l'argent tombera dans la poche de l'éditeur et comme on n'identifie pas l'auteur... Imaginez les raisons, je sais pas, je suis pas... Vous les payerez de la même manière. Mais franchement, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de solution. Tout le monde dit, si on met tout le monde autour de la table, on va trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Ça fait plus de 10 ans qu'on y réfléchit. Il n'y a pas de solution pour que massivement les gens, pour 3 sous, aient accès à l'ensemble de la culture du monde et qu'en même temps, les gens qui fabriquent cette culture gagnent leur vie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Pas la peine. Si les gens ne comprennent pas que faire un livre, un disque, un film, c'est un travail colossal. Pour le livre, c'est un travail un peu solitaire, pour les films ou les trucs, c'est un travail collectif, mais c'est un travail colossal qui prend des mois, des années. Moi, j'ai des romans qui m'ont pris 15 ans pour les écrire. Vous ne me rémunérerez jamais pour ça. Quel que soit le succès de mon livre, on ne me paiera jamais toutes ces heures. Je veux quand même qu'on me les paie au moins un peu. Et si on me dit ton œuvre vaut moins que 1 centime, on m'injurie. On m'injurie. Donc voilà, je pense que les auteurs ne vont pas se laisser insulter comme ça en permanence. On a laissé passer la loi sur les indisponibles, je crois que ça va nous servir de leçon pour les suivantes, je peux vous dire. Où en sont une question de la tribune. Il y a eu des essais, des premiers travaux de coopératives d'auteurs qui ont mis en ligne leurs livres. Yardal en avait parlé, avait fait une annonce aux Imaginales l'an dernier, etc. François Bon avait lancé un label, etc. Où ça en est, ça? J'ai l'impression que ça en est nulle part. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils ont publié ou pas encore, ou s'ils sont encore en train de voir ce qu'ils ont à publier. Ça n'avance pas vite. Maintenant, il y a des boîtes qui font du numérique, comme ActuSF, qui ne sont pas des structures coopératives et tout, mais qui, eux, commencent quand même à mettre en ligne des textes. Brajlon, oui, mais Brajlon, c'est un éditeur. Ça avait bien marché, ça. Enfin, ActuSF aussi, c'est un éditeur. Mais très franchement, dans la continuité de ce que je disais il y a 5 minutes, je pense que comme il n'y a pas d'économie, ces plateformes marcheront, ces plateformes coopératives, disons, ne marcheront pas mieux que le reste. L'intérêt, à mon avis, principal, c'est pas de créer une espèce de marché parallèle à ces livres écrits. Son principal intérêt, à mon avis, c'est que si tu mets en ligne toi-même ou par une coopérative un roman, par exemple, ou un bouquin, tu peux aller voir ton éditeur après, ton éditeur papier, et lui dire « Ah ben je ne peux pas te céder les droits numériques parce que ils sont déjà édités. » C'est le principal intérêt. C'est le principal intérêt, c'est d'expliquer aux éditeurs que non, les droits numériques, ils ne les auront pas automatiquement. Et même sur les anciens, sur les anciennes parutions. Oui, ceux où il n'y avait pas
de clause numérique dans ton contrat, tu peux pas faire ça. C'est ça, ça Mais aussi, ça, c'est un gros, ça c'est un gros chantier à négocier, ça. Parce que Et alors, Mais ça fait objet des négociations et actuelles. dans un premier temps, ils diront ah bah, si je n'ai pas les droits numériques, je ne fais pas les droits papier. Évidemment, il faut tenir bon. Parce qu'on l'a fait hein, pour l'audiovisuel autrefois, si je n'ai pas les droits cinématographiques. Ce que nous avons obtenu pour l'instant, c'est que dans un contrat d'édition, la partie numérique est à part. C'est-à-dire, on n'a pas obtenu un contrat à part, comme c'est le cas pour l'audiovisuel, mais c'est une partie à l'intérieur du contrat qui est à part. Parce que jusqu'ici, dans les contrats, c'était un mélange mais incompréhensible. Oui, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, c'est plus clair. On en est là. Moi, je sais que lorsqu'un éditeur me dit « moi, je veux absolument les droits numériques, si je ne les ai pas, je ne signe pas le contrat », la réponse que je fais, c'est de dire « bon, d'accord. Mais alors, tu vas détailler très précisément de quel droit numérique il s'agit. Qu'est-ce que tu fais? Et sur chaque droit, je veux savoir quel est mon pourcentage et quel est mon avaloir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je vais être sur une tablette, je vais être dans un... parce que droit numérique, ça ne veut rien dire, mais rien.